de travail. Les sources du droit sont légion et hiérarchisées. Nous allons les voir dans l'ordre hiérarchique en partant de la norme la plus importante pour arriver à la relation contractuelle proprement dite. Hiérarchiser, cela signifie que la plus importante s'impose aux autres. Les normes les plus faibles ne peuvent pas aller contre les normes les plus importantes. Tout d'abord, nous allons trouver le droit international, puis le droit européen, ensuite les sources nationales, enfin les sources collectives et les sources internes à l'entreprise. Nous allons les revoir une à une. Tout d'abord, le droit international, c'est-à-dire le droit qui est constitué des accords internationaux. Prenons l'exemple d'un accord franco-algérien de 1968 dont l'objectif était de faciliter l'intégration professionnelle des Algériens en France. Cet accord n'avait pas prévu le statut des étudiants algériens. Et depuis 1968, des lois ont été signées dans notre pays, mais moins fortes légalement qu'un accord international, et font qu'aujourd'hui, tous les étudiants étrangers en France ont le droit de travailler à mi-temps sur le territoire. Cependant, cette loi ne s'applique pas aux étudiants algériens qui doivent toujours demander une autorisation de travail. L'accord international de 1968 est légalement plus fort que les textes de loi internes. Puis, nous allons trouver le droit européen communautaire, qui est également rempli de textes applicables en droit du travail. On en retrouve les grands principes du traité de Rome en 1957 au traité de Nice, en passant par Maastricht bien sûr, et bien d'autres. Le plus connu de ces principes est la libre circulation des travailleurs, c'est-à-dire que tout ressortissant de la communauté européenne a le droit de travailler dans un autre pays membre sans autorisation de travail ou document administratif particulier. Mais attention, ce n'est pas le seul principe. Puis, nous allons trouver les sources juridiques nationales. Elles sont classées en deux catégories, la Constitution et le droit du travail d'une part et la jurisprudence d'autre part. La Constitution et le droit du travail votés à l'Assemblée très régulièrement et très souvent mettent en place de nouvelles réglementations. Attention, parfois les textes du Code du travail sont en retard sur les textes européens. Et en droit, on doit toujours appliquer le texte le plus fort, c'est-à-dire les textes européens. Puis, nous allons avoir la jurisprudence. Mais qu'est-ce que c'est la jurisprudence? Eh bien, les textes ne sont pas toujours assez clairs pour prévoir tous les cas d'application. Et à l'occasion d'un procès, la Cour de cassation va interpréter le texte dans un sens ou dans un autre. Il faut alors se référer à cette jurisprudence pour ensuite l'appliquer correctement. Et bien sûr, avec le temps, la jurisprudence peut changer à l'occasion d'un nouveau procès sur le même sujet. Il faut donc toujours se tenir informé pour être à jour des jurisprudences françaises. Ensuite, nous allons trouver les sources collectives qui sont très importantes légalement en France. Il s'agit des conventions collectives, des accords de branche qui sont signés par des syndicats nationaux, patronat et salariés, que l'on appelle aussi les partenaires sociaux. En fait, ils apportent des précisions sur l'application des textes dans chaque secteur d'activité, car tout n'est pas explicite dans les lois. Par exemple, le temps de travail et l'organisation des horaires sont différents d'une convention à l'autre. Les conventions collectives de la restauration ou de l'hôtellerie permettent des aménagements différents, par exemple sur les horaires. Les grilles de salaire par métier sont définies dans chaque convention, les périodes d'essai peuvent différer d'une convention à une autre, et plein d'autres choses. Il faut donc toujours se référer à la convention collective dont on dépend pour savoir comment appliquer la loi et pour connaître les droits des salariés. Enfin, chaque entreprise peut définir des règles internes à son organisation, du moment qu'elles ne vont pas contre les sources de droit vues juste auparavant, et en respectant, en premier, les us et coutumes qui peuvent avoir force de loi. Par exemple, une prime à chaque Noël depuis plusieurs années ne peut pas être supprimée comme cela, c'est devenu un usage. En deuxième lieu, le règlement intérieur, qui peut aussi compléter ou préciser des éléments. Il permet notamment de mettre en place les horaires d'ouverture de l'entreprise, les sanctions selon les fautes, bien sûr tout en respectant les législations précédentes, etc., etc.
En troisième lieu et enfin, le contrat de travail est la dernière source de négociation interne. Par exemple, pour le salaire, il doit respecter en priorité le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum, puis le minimum de la convention collective selon le métier, mais il peut bien sûr prévoir une rémunération supérieure à l'obligation légale, et fort heureusement. Il existe aujourd'hui une évolution, surtout depuis la loi du 8 août 2016, où les nouveaux textes donnent une légalité plus importante aux accords d'entreprise ou de branche par rapport aux textes de loi. Cette loi de 2016 a donné toute latitude aux négociations d'entreprise au sujet de la durée du travail et des horaires. On peut ainsi s'affranchir des textes de loi du moment que l'on a signé un accord d'entreprise avec les partenaires sociaux dans l'entreprise et bien sûr dans les règles de l'art. Alors, en synthèse, est ce qu'il faut retenir. Il n'est pas question d'apprendre ou même de connaître tous les accords internationaux ou nationaux et tous les textes de loi. Mais il faut savoir où aller chercher l'information. Et il faut toujours être prudent, car parfois certains textes ne sont pas à jour et n'ont pas encore pris en compte des nouveaux accords signés qui ont force de loi. Par exemple, un règlement intérieur peut ne pas avoir pris en compte un changement d'accord de